Un cachalot apprend avec qui il va se déplacer, un ara jette un regard envieux sur un beau voisin, un chimpanzé apprend à jouer. La culture crée de vastes réservoirs de savoir non programmés, non planifiés. Le monde entier parle, chante et partage les codes. À première vue, c'est simplement très intéressant. Je vous propose pourtant de faire un zoom arrière pour contempler l'ensemble du tableau. La vie sur Terre, infinitésimal fragment de toute la matière et de toute l'énergie cosmique, est l'univers qui prend conscience de lui-même. Et la culture est la vie qui s'adapte et réagit au fil des âges et en temps réel, au coin de cette galaxie où elle réside. La magie et le mystère de cette réactivité lucide, souple, qui se manifeste en tout, depuis un moineau qui chante jusqu'au télescope spatial Hubble, nous font frissonner. La vie est notre minuscule fragment de l'univers qui assume la direction de sa propre destinée. Et la vie, de la façon la plus réelle qui soit, choisit des actes aléatoires de beauté. Pas toute la vie, pas tout le temps, mais au fil du temps, au fil des centaines de milliers d'années de ce merveilleux voyage, la tendance a été la suivante. La vie a créé une faculté perceptive qui est ressentie comme de la beauté. Puis elle a recherché de plus en plus de ce qui est beau. La vie préfère ce qui est charmant et trouve charmant ce qu'elle préfère. La vie a décidé de se considérer et de considérer la moucheture que nous dessinons dans le ciel comme belle. Cette prise de conscience est époustouflante. Elle fait de notre monde vivant non pas un simple accident cosmique de physique et de chimie, mais un miracle. Miraculeux ne veut pas dire sûr. Pendant que j'écrivais ce livre, le petit ara bleu appelé ara de Spix, Cyanopsita spixii, a été déclaré éteint à l'état sauvage. Les scientifiques ont rédigé cette oraison funèbre, observée pour la dernière fois près du Rio São Francisco, dans le nord de Bahia, au Brésil, où il ne restait en 1985-1986 que 3 oiseaux qui ont été capturés pour le commerce en 1987 et 1988. On a cependant découvert un mâle unique, en couple avec une femelle d'ara illiger Propyrura maracana sur le site en juillet 90, et il a survécu jusqu'à la fin de l'an 2000. Il n'y a pas eu d'autres signalements ultérieurs d'oiseaux sauvages, malgré les recherches et la présence dans la région d'un travailleur sur le terrain. L'existence de 200 de ces aras en captivité inspire quelque espoir. Reste à mener à bien l'entreprise ardue de réintroduire des oiseaux élevés en captivité dans leur milieu naturel. Mais où pourront-ils aller, alors que les scientifiques ont fait remarquer que la disparition de forêts-galeries et le piégeage pour le commerce d'oiseaux en cage ont probablement provoqué leur déclin. Dans la vie, de nombreuses compétences doivent être apprises auprès d'aînés qui les ont eux-mêmes apprises de leurs aînés. Si cette chaîne se rompt, les taux de survie chutent et le monde vivant se rétracte encore un peu plus. Le redressement, qui n'est jamais assuré, exige plus de temps et d'argent et devient une perspective plus incertaine. Les êtres qui ont prospéré sur la Terre pendant des millions d'années ne cherchent pas notre approbation et ne devraient pas en avoir besoin. Ils sont à leur place autant que nous. Nous ne nous rendons pas service en nous demandant si leur existence vaut que nous nous donnions la peine de la préserver. Nous ne sommes guère en position de juger, fonçant comme nous le faisons avec force embardée, sans autre but, sans autre plan que plus grand, plus vite, plus. Si nous avions le courage d'être honnêtes sur ce point, nous devrions reconnaître que les cétacés, les oiseaux, les grands singes et tous les autres vivent parfaitement à la hauteur de tout ce dont ils sont capables. Ce qui malheureusement n'est pas notre cas. Pour eux, être suffit. Pour nous, dans l'aliénation isolante de notre retrait, de notre reflux de la vie, rien n'est jamais assez. N'est-il pas étrange que nous insistions pour être avec autant d'insatisfaction, alors qu'il y a dans le monde tant de choses à connaître et à aimer? Avec qui voyageons-nous? J'ai cherché à explorer cette vaste question avec vous. Là où ils vivent, dans leurs terres et leurs eaux des étendues subsistantes du monde originel, ils persistent magnifiquement. Comme nous, ils se donnent du mal pour rester en vie et pour que leur bébé reste en vie. Nous ne sommes pas si différents à maints égards. Nous sommes tous parents, vivant ensemble au sein de ce miracle. C'est ainsi qu'une nouvelle question se pose. Les laisserons-nous continuer à exister ou mènerons-nous leur anéantissement à son terme? Telle est l'alternative extrême qui se présente à nous.
Fut un temps où les animaux n'avaient pas besoin de nous. Ils ont besoin de nous aujourd'hui. Si nous n'attachons pas d'importance à leur existence, la marée moderne les engloutira et les anéantira. Serait-il possible de nous reconnecter? Aucune religion n'a jamais prêché que notre rôle pourrait être de laisser moins à ceux qui viennent après nous. Aucune tradition de sagesse n'accorde à une génération la permission d'épuiser le monde et de le conduire à la ruine. On nous apprend au contraire que nous devons mener l'arche en sécurité. Nous devons les aider à survivre à la crise de notre temps. Nous ne pourrons jamais sauver le monde alors que nous pouvons l'abîmer. La vie est une course de relais, notre tâche se limite à passer le flambeau, en même temps qu'un monde au moins aussi vivant que celui que nous avons hérité et peut-être un peu meilleur. Veiller à ce qu'ils existent quand nous ne serons plus est une question morale. Mais les inquiétudes concrètes concernent aussi les humains et les descendants de notre propre espèce, ceux que nous appelons nos enfants et leurs enfants. Les choix que nous avons à faire pour eux sont plutôt plus difficiles encore. Les menaces qui pèsent sur des communautés entières d'autres espèces pèsent également sur nous. Comment pourrait-il en être autrement? La dégradation de la terre, l'épuisement des sols, la pollution qui empoisonne l'eau, l'air et la nourriture, le dédain avec lequel nous avons déstabilisé les fondements de la vie sur la planète que nous nommons nonchalamment le monde. Tous nos agissements ne font pas seulement planer une menace sur nous, et sur d'autres maintenant, mais aussi sur ceux qui viendront après et encore après. Quand les espèces sont menacées les unes après les autres, cela veut dire que des incompatibilités profondément systémiques se sont introduites dans nos maladies symptomatiques. Sur notre canot de sauvetage rocheux qui vogue dans l'espace, le vivant ancre ce qui est beau. Lorsqu'il diminue, le beau s'étiole. Lorsque les animaux et les plantes perdent leur emprise sur l'existence, nous perdons notre propre beauté. La beauté n'est qu'un aide-mémoire de tout ce qui est important. Une chose est bonne quand elle ajoute ou quand elle assiste ce qui est beau. Les parcs et les refuges, nécessaires aujourd'hui mais insuffisants, ne sont que le revers d'une démolition généralisée. C'est comme si nous conservions les yeux de la Joconde en mettant le reste du chef-d'œuvre de Vinci au pilon pour en récupérer les fibres, avant de nous féliciter de cette prévoyance. Il n'y a pas d'autre solution que d'élargir la coexistence réelle, profonde, ample qui est indispensable. Éviter la disparition et la poursuite de la dégradation de la beauté est essentiel à la dignité humaine, essentiel à la santé mentale humaine. Pouvons-nous développer une culture qui assure un bel avenir sur Terre? C'est une question que seuls les humains peuvent poser, que seuls les humains doivent poser, et tout ce qui a le moindre sens dépend de la réponse que nous y donnerons.